Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter du process au transistor, le dessous des programmes. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de voir un petit peu ce qui se passe dans votre ordinateur. L'ordinateur, c'est très vaste. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui interagissent. L'idée, c'est pas de savoir monter votre ordinateur chez vous, mais c'est de comprendre un petit peu comment ça marche dedans. Alors, l'idée, ça va être de voir un peu quel est le lien entre l'électricité d'un côté, du code qu'on peut écrire, du code source, et son affichage là dans une ligne de commande. Mais comment tout ça, ça s'articule? C'est quoi le lien entre tout ça? Car il y en a plein, des liens. Déjà, le commencement, c'est tout commence par un signal électrique. Petit rappel quand même, on a des volts et on fonctionne en binaire, des bits. Comment on fait? Eh bien, tout simplement, on va prendre un signal électrique, genre de 0,5 volts ou autre, et on va, à un moment donné, dire bah, soit c'est 0, soit c'est 1. Alors, petit bémol quand même, c'est un choix qui a été fait à un moment donné en fonction des capacités des composants qu'on avait à l'époque. On aurait très bien pu dire que à partir entre 0 et 1, c'était 1, après c'était 2, après c'était 3. On a choisi de faire 0 et 1, d'accord? On-off. On aurait très bien pu faire un autre système que le système binaire, mais c'est ce qu'on a retenu, donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir des suites de 0 et de 1 avec un signal électrique. Et les composants permettent de rendre un peu ça forme d'escalier, j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Donc, c'est les composants qui sont à l'origine de cette conversion en binaire. Je vais aller assez vite, hein, donc vous pouvez regarder les slides après. La grosse révolution qu'il y a eu dans le domaine des ordinateurs, c'était le transistor. Il date de 1947, hein, tout ça c'est assez vieux. Il y a eu des prix Nobel attribués à ces physiciens qui sont à l'origine de la création de ce semi-conducteur, le transistor. Avant, on avait des grosses lampes à vide qui avaient leurs contraintes. Après, on a rendu le petit truc que vous voyez ici, des petits transistors, où avec le passage d'un courant sur la branche du milieu, on va pouvoir faire passer ou ne pas faire passer, comme un switch, un interrupteur, du courant. Ça a ouvert énormément de possibilités sur la création de composants électroniques, et ça permet notamment la création de logique, de portes logiques. Ça parlera peut-être à certains. Il y a même une discipline, si je ne m'abuse, qui grâce à M. Gould, qui a permis de créer plein de logiques à partir de toutes ces portes logiques. On retrouve un peu ces systèmes-là hein, dans tout ce qui est structure de contrôle dans notre code. Enfin, ça vient de là aussi. Hein. C'est si j'ai ça et j'ai ça, alors j'aurai ça. Typiquement, si dans la branche A que vous voyez ici, j'ai du courant et que dans la branche B, j'en ai pas, bah alors j'aurai rien. À partir de ça, on peut créer plein de choses, plein de logiques, et notamment, par exemple, comment je vais pouvoir additionner il y a un petit décalage. Comment je vais pouvoir additionner en fait deux nombres avec une retenue? Ben, voilà comment on fait en binaire. Je vous laisse faire, hein, du coup, ça part de la droite, hein, 0, 2, 4, 8. Donc on va additionner 6 et 7, il y a des retenues. Donc comment je peux faire ça avec un schéma électrique? Eh bien, c'est possible avec les portes logiques. D'accord? On va s'arrêter 2 minutes sur celui-ci. Donc ça, typiquement, c'est l'implémentation sous forme de porte logique d'une addition de type binaire. On va avoir deux signaux qui vont rentrer. On va avoir un principe qui va me dire est-ce que j'ai une retenue ou est-ce que j'en ai pas. La retenue, c'est carry. Et ainsi de suite. Si j'ai une retenue, je vais aller jusqu'à la fin et je recommence jusqu'à temps que je n'ai plus de retenue, donc j'ai fini mon opération. Ça, c'est le principe de base d'une des opérations qu'un ordinateur peut faire. Il y en a plein d'autres, hein, imaginons. Donc les transistors, ils ont permis surtout de miniaturiser les circuits. D'accord ? Vous voyez ici un processeur hein, qui est tout petit, qui date quand même il y a longtemps, de 71. Il y a quand même 2300 transistors là-dedans. Quand vous imaginez les lampes, 2300 lampes, ça prend beaucoup plus de place. Et ici, ça date, c'est la seule que j'ai trouvée sur le site d'Intel, c'est 2010. On arrivait déjà à mettre dans un CPU 560 millions de transistors. Aujourd'hui, il me semble qu'on parle de plusieurs milliards de transistors sur une petite puce, notamment celle que vous avez dans vos téléphones. D'accord ? Donc, la révolution, vraiment, elle a commencé là. Et après, toute la logique de l'industrie, c'est de faire de plus en plus petit pour mettre de plus en plus de transistors et puis calculer plus de fois. Donc, on a vu qu'à partir de l'électricité et des composants, on pouvait créer de la logique. Bah, c'est parfait pour faire un ordinateur.
Un ordinateur, c'est que ça. Et ça va nous aider d'ailleurs originellement à faire des additions plus rapidement qu'un homme ne le ferait. Et ça a eu son utilité pendant la guerre avec Turing. Donc, on va voir rapidement de quoi est composé un ordinateur, ce qui va avoir un impact après sur la façon dont les programmes sont utilisés. Globalement, sans être exhaustif évidemment, vous avez des périphériques d'entrée qui vont interagir. C'est la souris que vous utilisez peut-être tous les jours. Ça va être le clavier, ça va être plein d'autres choses, des photos, ça peut être, je sais pas, une caméra en direct. Et vous avez surtout au milieu la notion de mémoire qui est volatile ou qui ne l'est pas. La RAM, c'est volatile, le disque dur, c'est solide, pardon. Et le CPU, qui lui va s'occuper de tous les calculs. Et vous avez après une autre famille de périphériques qui sont les périphériques de sortie. Donc, ce qui va être important, c'est le cerveau de tous ces composants. C'est lequel? Le processeur. Et le processeur, qu'est-ce que c'est? Alors, à l'origine, c'est monsieur von Neumann, un mathématicien. Qui a mis sur papier cette idée en 1945. L'idée, c'est quoi? On va créer des sortes de composants qui vont chacun avoir leur fonction, notamment l'unité centrale. Si je lui donne des instructions à faire, additionne-moi ça, et lui, il va être chargé de communiquer avec ceux qui peuvent, ceux qui savent faire l'opération qu'on lui demande. Typiquement, je veux calculer quelque chose, donc de l'arithmétique, pardon. Je vais demander à l'ALU, c'est l'unité d'arithmétique et logique. Ça s'appelle ALU aussi, des fois ça s'appelle ALU, AUL, ça dépend anglais ou français. On va avoir une zone de mémoire qui, elle, va être chargée de dire je reçois des instructions, donc je les stocke quelque part. J'ai des calculs à faire. Une fois que le calcul est fait, j'ai besoin de les stocker quelque part. Ça paraît bête, hein, mais ça a été, normalisé un petit peu avec ce monsieur-là. Et ensuite, vous avez tout ce qui est entrée-sortie. Il faut bien aller chercher les informations quelque part. Et il faut bien les enregistrer quelque part, notamment la RAM qu'on va voir après. Donc ça, c'est le principe de base qui a été énoncé déjà en 1945. Désolé. Il y en a eu d'autres, des architectures à Harvard, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça a permis un peu de schématiser de quoi est constitué un CPU. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver un peu dans tous les processeurs aujourd'hui. Bien plus compliqué. Hein. Là, aujourd'hui, le but, c'est pas d'être exhaustif, c'est de voir un petit peu comment ça fonctionne. On va avoir un bus. Donc les mots vont vous parler parce que c'est des mots qui sont utilisés aussi pas que dans le processeur, qu'on va retrouver dans des bus système, dans les OS, dans la rue. Et leur but, c'est de transporter des choses. D'accord? Donc, il y a des composants qui parlent entre eux. Le bus va servir à aller chercher des adresses, à aller récupérer des données. Les registres, donc, ça permet de stocker des choses. Dans un processeur, il peut y avoir plusieurs types de registres, et il y a plusieurs types de registres. Et c'est ça qu'on va changer en général. C'est très rapide parce que c'est très très proche du CPU. On a l'unité de calcul, l'ALU ou UL, qui lui va pouvoir faire des opérations d'addition, soustraction, etc. Vous allez avoir l'unité de contrôle, on a déjà dit, qui lui va dire ok, je reçois telle instruction, je vais avoir besoin de faire ça et ça. Et on va avoir l'horloge qui lui va cadencer tout ça. Donc en gros, quand on dit vous avez un ordinateur à 2 GHz, en fait, c'est ça dont on parle, hein. C'est l'horloge. À quelle vitesse en fait on va faire le cycle des opérations CPU. Donc comment on va faire ce circuit. Alors les architectures, là c'est le principe de base, c'est von Neumann, il y a eu plein d'évolutions, et aussi surtout plein d'architectures qui ont été proposées par des constructeurs. Donc c'est-à-dire que dans un processeur, vous n'avez pas du tout la même conception d'un constructeur à un autre, voire de lignes de processeurs chez un même constructeur. Donc vous avez l'IS86 pour très souvent dans nos ordinateurs là, à base d'Intel et AMD. Et on a aussi très souvent désormais ARM, qui a fait sa grande entrée notamment au départ avec la téléphonie. Et puis il y en a plein d'autres dans les consoles. Vous avez aussi des microprocesseurs. Enfin, il y en a plein, MIPS, dans les calculettes aussi.
il y a eu plein de différentes architectures qui ont été créées. Donc, comment on fait pour dialoguer avec ces processeurs? Donc, on a ce qu'on appelle les instructions de machine. Les instructions de machine, elles ont été modélisées sous forme de ce qu'on appelle un ISA, donc une instruction de set architecture, donc qui va définir comment je vais interagir avec mon processeur. C'est-à-dire qu'un processeur, c'est un peu comme si vous avez des personnes qui parlent des langues différentes. Il faut savoir comment on va parler avec lui. Donc ça, ça a été normé avec l'ISA. Et chacun ne parle pas du tout le même langage. Il y a plusieurs types d'instructions. Donc la grande différence, je parlais de ARM qui a fait son entrée dans les téléphonies. Eux, en fait, ils ont toujours le même set d'instructions. x86, ce n'est pas le cas. En fait, au fil des années, ils ont rajouté des instructions à leurs architectures, à leurs processeurs. Ce qui veut dire qu'un processeur qui sort aujourd'hui est toujours capable de comprendre du code qui a été compilé dans les années 1940. Donc ça pose plein de problèmes de rétrocompatibilité, de performance, mais ils sont toujours rétrocompatibles, les Intel. C'est une grosse force, hein, quand même. Hein. C'est pour ça qu'ils ont été là longtemps, c'est qu'on pouvait upgrader les processeurs, et ça restait compatible avec les anciens. ARM, c'est différent, il y a un jeu de données qui est fixe. D'ailleurs, leurs jeux d'instructions sont fixes aussi en largeur, ce qui améliore aussi les performances. Pas que. Et donc, pour identifier quelle est l'instruction que le processeur doit exécuter, il y a ce qu'on appelle un opcode. Un opcode, c'est un format binaire que lui comprend et qu'il associe par exemple 0 à A, on va dire, par hexadécimal, il va l'associer à ajouter, etc. etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut programmer directement pour le processeur en langage machine, c'est hyper compliqué, parce que du coup, nous, on est des humains, on ne comprend pas bien le binaire, on ne comprend pas bien l'hexadécimal non plus, donc c'est quasiment impossible. Il y en a qui le font pour aller débugger des choses, donc ça ne nous concerne pas principalement, je pense. Une petite idée à quoi ça ressemble. Sur l'IBM 360, qui est là, donc qui correspond à un mainframe qui est à côté, l'idée, c'était quoi? C'est de se dire, j'ai un lexique, un tableau, qui va me dire pour faire telle opération qui est disponible sur mon processeur. Je rappelle que tous les processeurs n'avaient pas forcément les mêmes instructions, puis au fur et à mesure des années, on les a rajoutées. On voit ici l'opcode qui correspond. Et à côté, on va le revoir après, de quoi on a besoin pour effectuer cette opération. Donc il y a des gens qui ont codé pendant très longtemps comme ça. C'est pas chose. Donc du coup, on a très vite eu besoin du langage de type assembleur. Donc l'assembleur, c'est quoi? C'est un langage machine quand même, qui est compréhensible par nous, les humains. Après, ça reste très relatif, parce que quand on regarde du code d'assembleur, on trouve plus ça très compréhensible, mais ça reste compréhensible, on reconnaît des mots, et on peut coder en assembleur. Le langage assembleur, il est très simple. Il n'y a que quelques instructions. L'idée, c'est quoi? C'est je vais prendre des données, je vais les déplacer, je vais additionner, je prends le résultat et je le déplace. C'est très simple. Et pour faire ça, en fait, on a à disposition des registres, qui en général sont sur 2 lettres. Ils vont être mis à disposition sur le processeur, et on va l'utiliser pour dire, attends, j'ai une variable qui est stockée là, je vais le mettre dans le registre AD, j'ai une autre variable qui est là, je vais le mettre dans le registre BX, du coup, je vais stocker la soustraction dans le registre CX. Vous voyez ça un peu comme des zones de stockage, comme des variables. Et tout ça, c'est dans un espace de taille d'allocation mémoire qui est très restreint. C'est hyper rapide, mais c'est hyper restreint. Et l'idée, c'est de dialoguer avec la mémoire vive pour aller chercher les données, les stocker les résultats, et ainsi de suite. Hop. Donc, si je refais une big picture sur comment ça se passe, donc vous avez vos langages haut niveau, Java, autres, donc vraiment haut niveau. Le langage assembleur, qui lui, normalement, c'est la définition de la compilation de vos langages, ils finissent toujours par être interprétés par quelque chose qu'en assembleur. Je le dis, même si on dit JavaScript ou Node ou je sais pas quoi, non, il y a un truc qui l'interprète, et ce qui l'interprète, il est forcément compréhensible par le machine code. Tout finit par être du machine code, sinon ça ne marche pas. Une fois qu'on a le machine code, du coup, le matériel peut exécuter les opérations qu'on lui demande. On reviendra après sur ça. Donc l'idée, c'est quoi? J'ai du code qui va être compilé. Ça ressemble à ça, l'assembleur. J'essaie de trouver des exemples plus simples, mais par rapport. Ensuite, vous avez plein d'opérations, on verra tout ça. Le compilo, lui, à un moment donné, il va essayer d'optimiser ce que vous écrivez.
il y a votre éditeur qui vous dit tiens, ce serait mieux de l'écrire comme ça. Il y a aussi le compilo qui dit dis donc, pour l'architecture que tu as, le cible que tu utilises, en fait, ce serait mieux de l'écrire comme ça. Donc le compilo, lui, va essayer d'optimiser pour l'architecture cible sur laquelle vous buildez votre code, votre application, de l'optimiser. Et ensuite, une fois qu'il est optimisé, c'est l'ordinateur qui va comprendre le binaire. Hein. On en revient toujours à la fin, c'est du binaire qui est exécuté dans votre processus. Alors, on a parlé de mémoire à un moment donné. Comment tout ça, ça fonctionne? En gros, toutes les données, donc les programmes et autres que vous avez sur votre ordinateur, ils sont stockés à un moment donné sur un disque. C'est stocké sur un truc qui est non volatile, que ce soit les data ou que ce soit les programmes. À un moment donné, il faut passer par la RAM. D'accord, c'est obligatoire. Le processeur ne dialogue qu'avec la RAM. Comme ça. Et une fois que c'est dans la RAM, on va essayer de pousser les données au plus près du CPU. Pour ça, il y a deux optiques de cache qui sont autour du CPU, qui sont le cache de niveau 3 et le cache de niveau 2. Et plus on va vers le CPU, plus on est proche du CPU et plus on a des mémoires qui sont très rapides, sont très coûteuses, donc on n'a pas beaucoup de place. Donc l'idée, c'est d'optimiser tout ça au maximum. Donc gardez bien à l'esprit, quand on dit t'as pas assez de RAM, il faut se poser la question pourquoi j'ai pas assez de RAM. C'est que potentiellement, les programmes que je vais exécuter ou les programmes que je vais exécuter prennent trop de place et je ne peux pas dialoguer efficacement avec mon CPU parce que je n'ai pas de place. On a parlé tout à l'heure d'horloge. Avec une horloge, on a un cycle. Et le cycle est toujours celui-ci, c'est on a la RAM où on va stocker des informations. Donc la donnée est récupérée sur la RAM. Elle est interprétée par le contrôle unique qui est sur notre CPU. Ensuite, elle est exécutée via l'ALU qu'on a vu tout à l'heure, la partie logique qui est là pour interpréter les commandes. Et une fois qu'on a le résultat, on va la stocker à nouveau dans la mémoire. Et ça, on va le faire X fois jusqu'à temps qu'on ait le résultat escompté. Donc, plus on va avoir un CPU, pour simplifier, plus on va avoir un CPU, on va parler qu'on n'a qu'un seul CPU, plus on va avoir un CPU qui est rapide, plus on va pouvoir faire ces instructions les unes à la suite des autres, afin de dépiler, d'avoir par exemple la somme de notre addition. Bon, maintenant les CPU, ils ont plein de cœurs différents. On parle il n'y a plus beaucoup d'ordinateurs qui n'ont pas de X cœurs dessus, donc c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a des pipelines et des trucs comme ça maintenant, mais le cœur du fonctionnement, c'est celui-ci. On va chercher dans la RAM, on va chercher à un endroit précis, donc dans une adresse précise, les valeurs qu'il y a dedans, ou les instructions qu'il y a dedans, je les décode, ça c'est le contrôle unit, je les exécute, j'ai fait mon addition, j'ai un reste, je le mets dans la RAM et je recommence. Ça fonctionne comme ça. Là, j'ai un petit exemple, on le fera à la fin si on a un petit peu de temps. L'idée, c'est quoi? Ici, vous voyez, c'est une sorte de simulateur qui a été fait par une... je ne sais plus laquelle, j'ai mis le lien dans le truc. L'idée, c'est que vous allez voir ici, quand vous récupérez un programme, il va y avoir 12 instructions. Ici, on va avoir les instructions, on va avoir un registre, et on va avoir éventuellement des données ou alors des manipulations avec un autre registre. Il y a un petit lag, désolé pour ceux qui sont ici. Et à chaque fois, en fait, on va voir que, typiquement, ça, vous allez visualiser, c'est mieux. On peut mettre ses propres programmes, mais il y a des petits exemples. Voilà. Et là, donc, en fait, globalement, pas besoin que ce soit hyper beau, hein, enfin, on prend le fonctionnement. En gros, à chaque fois, le CPU, il va exécuter chaque ligne et il va aller chercher dans les registres, il va mettre 1 parce qu'on a mis 1 dans le premier, il va aller voir dans les mémoires à quoi ça correspond, il revient, il regarde s'il y a encore besoin de l'unité logique arithmétique et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il n'en puisse plus. Peut-être faire une petite addition, ce sera plus simple. Hop, si je reviens. Hop, donc si je mets 2. Et que je continue. Et ben ça marche pas. Ah si. Tac, 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 tac.
Ouais, vous regarderez. Mais l'idée, c'est quoi? Il va vous montrer exactement par où passent toutes les instructions, quel est le registre qui est utilisé. Plus il y a différentes vitesses, donc ça permet de voir un peu mieux. Il y a un petit peu d'affichage, on ne voit pas bien certaines lignes. Pas grave. L'idée, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, vous allez prendre votre ligne, vous allez utiliser les registres, il va regarder ce qu'il y a dedans, il va regarder dans la mémoire s'il y a quelque chose qui correspond, il va prendre la valeur, il va la passer à la logique, à la LU, là. Il va regarder s'il y a un reste, il continue, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans l'autre. Principe, donc l'assembleur, on va exécuter depuis la mémoire les instructions jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus et on remet dans la mémoire. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on peut manipuler la mémoire? Je ne sais pas si vous avez le même son en même temps que l'image, j'en sais rien, mais il y a un petit décalage. On peut manipuler la mémoire depuis nos programmes? La réponse, c'est non. Vous avez peut-être déjà vu ce truc-là, qui est assez significatif. Donc, un segmentation fault, ça veut dire quoi? Il y en a qui savent ce que ça veut dire. Un segmentation fault. En gros, quand vous avez un programme, imaginons que vous avez un process, et il va aller lire dans la mémoire. Si jamais il va lire dans un morceau de la mémoire qui, a priori, pas pour lui, vous allez avoir cette erreur-là. C'est le cas où, par exemple, vous avez un programme qui est censé utiliser, par exemple, 100 kg, et en fait, vous allez taper un truc qui fait 200, et vous dire c'est mort. Il ne respecte pas ce qu'on a décidé pour le programme. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui va dire arrête, j'ai une erreur. Il va vous cracher votre programme. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dit je ne peux pas faire n'importe quoi avec la mémoire quand je lance mon process. C'est là qu'on va rentrer dans la notion de système. Donc, pourquoi? D'où vient cette protection? Là, on va revenir un petit peu sur comment fonctionne un système. Donc, un système, c'est quoi? C'est du matos, on l'a vu tout à l'heure. Donc, au démarrage de votre machine, on va charger en fait toutes les informations de votre machine. Donc, sur la carte mère, quelle est la CPU, combien il y a de mémoire de RAM, quels sont les disques qui sont associés, les partitions évidemment. On va aller voir les différents kernels, donc les choses qui sont bootables juste après. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, pour ceux qui ont des dual boot, qui vont pouvoir choisir entre je veux lancer le noyau Windows ou le noyau Linux, ou pouvoir lancer le nouveau noyau Linux. Pour ceux qui ont Linux, quand il y a des mises à jour, quand vous redémarrez, potentiellement, vous pouvez choisir une autre version ou revenir à une version précédente. Et on va le lancer sur la partition qui correspond. Une fois qu'on a ça, bon là, c'est principalement pour Linux, mais c'est quand même le même fonctionnement sur Windows. Hein. L'idée, c'est quoi? On a le hardware, on a le bootloader qui va loader notre système. Et après, on a quand même deux zones systématiquement, qui sont le userland et le kernelland, ou userspace, kernelspace, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on voit, mais ça veut dire la même chose. L'idée, c'est que plus on va être près du matériel, moins on va laisser de privilèges. Parce que plus on va être près du matériel, en fait, on va pouvoir faire n'importe quoi. Par exemple, manipuler des valeurs dans la mémoire, alors que ce n'est pas notre programme. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on va voir la notion de kernel qui va protéger un peu le matériel, principalement les accès réseau, enfin, tout ce qui est accès matériel. Et dans l'application, on va dans la partie user space, on va avoir tout ce qui est applicatif, tout ce qui est les librairies que vous installez, Teams, Chrome, tout ça. Alors, donc pour voir un peu plus en détail pourquoi on a séparé le kernel et le user space, la responsabilité du kernel, c'est quoi? Alors, les process. Lui, le rôle du kernel, c'est qu'est-ce qu'un process a le droit de faire avec le CPU? On va lui dire, tu n'as aucun droit, tu n'as pas le droit de faire cette opération-là. Le kernel, lui, c'est sa responsabilité de se dire, j'ai tel et tel process qui sont lancés, et voilà les droits qui sont associés. On va revenir à la mémoire, là où c'est important. C'est le kernel qui va être en charge de vérifier, j'ai un process, et je lui ai associé tant de mémoire. J'ai X process, et il partage les mêmes librairies. Typiquement, un exemple clair. Vous avez une librairie C dans votre application. Elle est aussi utilisée dans une autre. Enfin, c'est le principe de Linux. Vous avez des librairies qui sont partagées par les process. C'est le kernel qui va dire OK,
moi, je sais que ce bout de code-là, c'est le même que pour ces deux process-là, donc je vais le partager. Et c'est aussi le kernel qui dit, tu as besoin de mémoire pour ton programme, bah, tiens, il y a de la place là. Les drivers, on en a parlé tout à l'heure, c'est le kernel qui va s'assurer de dire, OK, tu veux écrire sur le disque, bah, tel disque est monté, voilà la partition, voilà où il est stocké, tu peux écrire dessus. Bon. Quel est le format d'ailleurs. Et pour dialoguer avec le user space, c'est ce qu'on appelle des syscalls, qui veut dire system call. En fait, c'est une sorte d'API interne à votre OS qui va dire j'aimerais lire ce truc-là. Est-ce que tu m'autorises? Oui, non. J'aimerais écrire, etc., etc. Donc ça, tout fonctionne comme ça. Et quel que soit le langage que vous utilisez, à un moment donné, vous allez avoir un syscall. La grosse différence, j'en ai pas forcément parlé parce que j'ai parlé d'ordinateur, mais c'est important de préciser que je parle bien de microprocesseurs. Je ne parle pas de microcontrôleur. C'est la grosse différence, par exemple, avec un Arduino. Par exemple, la différence entre un Arduino, un Raspberry et un laptop. Donc, les Raspberry et les laptops, ils ont tous un microprocesseur et surtout, ils ont ce qu'on appelle un MMU, un Memory Management Unit, qui lui, n'existe pas sur les microcontrôleurs, qui lui va dire, OK, le process, ils ne savent pas où sont stockées les informations dans la mémoire. Donc, même si on me dit je suis à tel endroit dans ma mémoire, en fait, ils ne savent pas vraiment où c'est stocké. C'est ce truc-là qui est géré par le CPU qui va s'occuper. Et ce qui est important de savoir, c'est que le kernel, il est aussi en charge de dire ce process-là, il a l'impression qu'il est tout seul, il a tout le matos à sa disposition. Il n'a pas conscience de ce que les autres ont accès. D'accord ? Ça, c'est le Memory Management Unit qui s'occupe de ça avec le kernel. Et son rôle le plus important en fait pour faire ça, pour se dire bah attends, moi je sais que je stocke quelque chose sur de la mémoire, tu me dis que je ne sais pas où c'est, mais tu me donnes une adresse. Oui, parce que en fait, il va être en charge de stocker une table de correspondance qu'on appelle les page tables. Parfois, on vous dit attends, ta mémoire de page table, elle n'est pas suffisante, augmente-la. Bon, c'est un peu ce truc-là dont on est en train de parler. C'est quoi? C'est une correspondance entre une table virtuelle, qu'on appelle le memory management, et physique. Donc, si on veut faire une représentation un peu visuelle de ça, ça veut dire que vous allez avoir X process côté userland qui sont disponibles. Chacun va occuper plus ou moins de mémoire, sur mon RAM. Donc, chacun va avoir l'impression qu'ils ont toute la mémoire à disposition, en tout cas, la taille de la mémoire qu'on lui a allouée. C'est pas vrai. Vous avez le page table ici, qui va faire la correspondance entre, par exemple, si on prend ce qui est en rouge ici, en fait, lui, il a l'impression qu'il est en bas de la mémoire, là, dans les adresses les plus élevées, on va dire. Et en fait, il est réparti là, dans la vraie RAM physique, à différents endroits. Quand on disait tout à l'heure, le kernel, il est en charge de dire je sais quels sont les process, ce qu'ils utilisent et où est la mémoire disponible. En fait, c'est par rapport à ça. La mémoire, elle est segmentée. Elle est fragmentée. En général. On cherche à pas la fragmenter pour éviter les lectures, mais en tout cas, c'est souvent représenté comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est vous avez un langage haut niveau qui est du coup du code que vous écrivez tous les jours. Après, vous allez avoir du langage assembleur. Là, on va retrouver un petit peu des opérations type move. Ça veut dire, voilà, tu vas déplacer telle donnée qui correspond à telle adresse et tu vas additionner ce truc, en gros, qui va être traduit en langage machine. Et après, on va interagir avec le matos. Alors, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi du code dans les processeurs. C'est-à-dire que nous, on interagit avec le matériel, avec l'assembleur qui, lui, sait utiliser les registres, etc. Mais derrière, chaque processeur et chaque fondeur a son code, qui est fermé. Hein. On ne sait pas ce que c'est. Je ne sais pas si vous avez peut-être entendu parler des trucs, des vulnérabilités de type Spectre, des machins comme ça, là, ou qui permettaient, selon certaines conditions, d'aller lire en fait ce qui était dans un registre auquel on n'avait pas accès, enfin, ce genre de choses. C'est parce qu'il y a des bugs il y a des vulnérabilités plutôt, dans le code d'Intel, par exemple, sur telle version. Alors, des fois, ça se met à jour, des fois, non. C'est bizarre de pouvoir mettre à jour un truc qu'on n'est pas censé pouvoir modifier. Mais en tout cas, il y a aussi du code au niveau du matos. Ce qu'il faut bien se rendre compte avec ce petit récap, là, c'est que le choix du langage
et ou compilo qui va avec, ou qui est séparé parfois, il a un vrai impact sur les performances. Qu'est-ce qui va se passer en fait quand vous allez prendre votre code source, alors que ce soit visible ou pas, hein, ça dépend des langages. Mais en gros, il y aura toujours à un moment donné où votre code il va être traduit en langage machine. Par ça, il y a plein de phases d'optimisation, de parseurs, etc. Donc, Guillaume avait déjà fait des choses aussi là-dessus, sur comment j'analyse du code, comment je l'optimise, etc. Donc, ça, c'est un gros boulot du compilo. En fait, ceux qui font des compilos, c'est des fous. Hein. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Pour arriver à un machine code qui est optimisé. D'accord ? Et quand on dit optimisé, c'est pas juste les performances. Les performances parce qu'on a optimisé du code pour l'architecture sur laquelle on va tourner. C'est pas un code qui est lambda qui va tourner sur tous les processeurs. C'est vraiment le compilo en fonction de la cible. Lui, il va faire tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est important. La façon dont vous construisez vos applications a un impact direct sur les performances. Typiquement, vous avez une application et vous décidez toutes les 2 lignes, vous avez la bonne idée de se dire ah bah tiens, je vais stocker en local sur mon disque le résultat de cette opération à chaque fois dans chaque boucle, parce que comme ça m'évite de dialoguer avec la base de données. C'est une très très mauvaise idée, parce que à chaque fois que votre programme va vouloir écrire sur le disque, il va devoir repasser par tout le process de dire ok, je demande au kernel si j'ai le droit d'écrire, j'écris, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et tout ça, c'est un coût énorme. Donc, évitez, en général, de faire des appels au système, que ce soit écrire sur du disque, que ce soit écrire, faire un appel réseau, c'est le pire, on va voir après. Et comment on fait pour savoir si ça se passe bien ou pas ? Vous avez des petits logiciels comme S-Trace qui s'appelle System Call Trace, en fait, c'est ça que ça veut dire, qui vont vous permettre de voir quand vous exécutez un programme avec cette commande-là, de voir un petit peu tous les accès avec le kernel qui ont eu lieu. Donc, vous voyez ici les syscalls, vous voyez un peu le nombre d'appels qui ont été faits. Et vous allez voir que, par exemple, sur le programme exemple lambda là, qui a été pris, vous allez voir que j'ai eu plein de fois des lectures et des écritures. Et si vous vous rendez compte que votre programme, en fait, il fait des milliers de fois, des millions de fois ce truc-là, vous allez essayer de réduire le nombre d'écritures et de lectures, parce que ça, c'est un coût non négligeable. Après, vous retrouvez peut-être des choses que vous connaissez, genre les stats, est-ce que le fichier existe ou n'existe pas. Il y a plein de commandes que vous allez pouvoir regarder comme ça. Et pour avoir un rendu un peu visuel, vous avez ce qu'on appelle les flame graph. Les flammes graphes. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, en gros, vous allez avoir une requête, enfin un process, et vous allez voir un peu, en fonction du temps pris par chaque instruction, vous allez pouvoir voir visuellement là où en fait vous perdez du temps. Après, perdre du temps, des fois, c'est légitime. Hein. Des fois, vous allez vous rendre compte, ah, c'est bizarre, je passe quand même vachement de temps à attendre que la connexion, que le réseau me réponde. Ça sert à ça, notamment les firmware. Donc, la façon dont vous allez coder, vous, et comment vous allez interagir avec votre système, donc système, ça veut dire le matos, hein, ça veut dire l'IS, ça veut dire le réseau, ça veut dire du compute, ça veut dire plein de choses, va avoir un impact sur les performances parce que en dessous, ça se passe comme ça. Là, j'ai mis un petit résumé de ce que vous retrouvez parfois dans certains sites. C'est des échelles de grandeur pour des opérations en fonction de là où il se trouve dans votre ordinateur. Donc, c'est des ordres de grandeur qui sont folles. Donc, typiquement, si vous lisez directement depuis la mémoire RAM, qui est ici, là, pardon. Si vous lisez un méga, vous prenez 0,10 millisecondes. Et par contre, si vous lisez depuis le SSD, c'est x100. D'accord ? En revanche, si vous avez des opérations qui sont au niveau, je sais pas, du cache à côté du cache à côté du CPU, vous allez voir que là, vous êtes 10 000 fois, enfin 1000 fois plus lent. Il y a des ordres de grandeur de fou, quoi. C'est-à-dire que si vous avez la bonne idée de vous dire, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rien stocker sur mon ordinateur et je vais tout mettre à distance dans le cloud parce que Redis, c'est super, c'est de la RAM et tout. En fait, vous négligez un truc qui est hyper important, c'est que le temps d'accès pour faire une requête HTTP, la réponse et éventuellement écrire, c'est des ordres de grandeur qui sont de l'ordre de 1000 fois plus lents ou 10 000 fois plus lents. Donc, savoir un peu quelle est la vitesse et comparer un peu où on se trouve, quelle est la vitesse d'écriture ou de lecture,
C'est hyper important de le savoir. Donc, typiquement, il y a un truc qui se faisait pas mal, moi je faisais ça pas mal, sur les tests unitaires. À un moment donné, les SQLite. Même si les SQLite, évidemment, il faut que je me bouge. Pas de micro, pas de la chance. SQLite, à un moment donné, c'est un accès sur un disque. L'esquisse disque, on a dit que c'était assez long. Voilà, on arrive à lire 1 giga par seconde, donc ça reste quand même long à l'échelle d'un ordinateur. Ce qu'on pouvait faire, c'était plutôt que de monter SQLite sur le disque dur, donc physique, on pouvait le monter sur un fichier type RAM. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc en gros, on alloue en fait on peut écrire dans ce qu'on appelle une mémoire dans la RAM. Je ne sais plus quelle est la syntaxe, mais c'est temp RAM. Je sais pas ce que c'était. Donc l'idée, c'était que on avait l'impression qu'on écrivait dans un fichier sur un disque, mais en fait, on écrivait directement sur une partie de la mémoire. Et ça, c'était infiniment plus rapide. C'est des petites astuces comme ça qui permettent de dire, ah, c'est vachement long, j'attends. On écrit, on efface, on écrit, on efface, on écrit, on efface. Pas de test. Là, en fait, si on compare entre j'écris dans mon SSD ou si j'écris dans ma mémoire RAM, on est 100 fois plus rapide. C'est des petites astuces comme ça qui sont importantes des fois quand on design un système. Oui. Est-ce que quand on a type les bases H2 où on nous raconte des bases de données type in-memory, c'est ça en mémoire ou c'est... je ne sais pas, il faudrait vérifier, mais je pense que c'est ça l'idée. L'idée, c'est la même, c'est qu'on va essayer de réduire le nombre d'appels disque, parce que c'est le plus lent, en fait, sur un ordinateur. Et au-delà du disque, c'est le réseau. Alors là, c'est 1000 fois plus lent, quoi. Ce qu'il faut savoir, je vais plus que c'est pas grave, on pourra poser des questions. C'est un sujet qui est hyper vaste. Je vous ai mis ici ces super posters hein, qu'ils font sur plein de domaines. Nous, ce que j'ai esquissé rapidement aujourd'hui, c'est juste cette toute petite partie-là que vous ne voyez pas. Bon, je l'ai entouré. Hein, une flèche. Il y a plein de domaines. Donc ça s'appelle quand même du computer architecture. Il y a des cours hein, qui sont spécialisés là-dedans. C'est comment je conçois mon architecture. Sachez que c'est vaste. Il y a un truc aussi, je n'ai pas voulu trop m'attarder dessus, mais qui est hyper sympa. Ça, vous l'avez peut-être déjà vu. Il y a un mec qui s'appelle Ben Hitter, qui, au-delà de faire des branchements hyper propres, moi je vous défie de faire ça, même sur 2 lignes, il explique pas à pas en fait comment reconstruire un ordinateur type 8 bits avec que de l'électronique. Donc ce que je vous expliquais au début, je ne vais pas énormément développer, c'est vous avez des petits transistors là. Il va brancher tout ça de telle façon à se dire ok, si moi j'ai du courant qui passe là et qui passe là, alors je vais allumer la diode qui va correspondre à un 1, etc., etc. Vous voyez ici les petites diodes là, c'est le nombre de bits je crois qui est dedans. Et ici c'est l'affichage du résultat à la fin. Donc en gros, en manipulant des petites... Est-ce qu'on les voit? On les voit pas bien. Je crois qu'il y a des petits trucs par là. Bouton poussoir à gauche. Ouais, il y a des boutons poussoirs. On va dire, bah voilà, j'ai 8 bits. Et en fonction des 2 bits qu'on va mettre de chaque côté, ça va nous afficher le résultat ici. Moi, je trouve ça magique. Mais c'est vraiment comment fonctionne un ordinateur. Alors, sachez que là, on est sur du 8 bits. Aujourd'hui, on est sur du 64 bits en général. Et puis, on ne prend pas autant de place dans un ordinateur. Donc, mais c'est important de savoir que ça fonctionne comme ça. La question, c'est de se dire comment l'ordinateur il retient des choses. C'est ça que j'ai bien aimé dans toutes ces vidéos. Il y a plein de vidéos. Hein, où il explique pas à pas, le mec, il a une super voix, il explique vachement bien. Il explique, bah, attends, si j'appuie sur ce bouton-là, je passe au cycle d'horloge suivant, et on voit les trucs itérés comme ça, et on voit l'addition qui se fait au fur et à mesure. Super cool. Alors, pas de bonne ou de mauvaise architecture. L'idée, c'est vraiment, quand vous écrivez votre programme, donc on a balayé beaucoup de choses dans l'ordinateur, beaucoup de choses qui souvent vous n'en avez pas conscience, non plus. Mais en tout cas, il faut savoir que quand vous écrivez du code, gardez bien à l'esprit que vous êtes haut niveau, vraiment très haut niveau. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer en dessous qui vont impacter largement les performances. Donc le mec qui vous dit en fait c'est pas une boucle for, c'est plutôt ça. Ouais, si à côté en fait il a fait 15 000 accès disques, en fait arrêtez quoi. Enfin, on s'en fout en fait. C'est pas vraiment ça les performances.
Donc, comprendre comment tout ça, ça s'articule, ça permet d'aller très loin dans la performance, en tout cas dans l'efficacité du code qu'on écrit. Pourquoi savoir faire de l'assembleur? Il y a des opérations que je n'ai pas faites parce que je ne suis pas un spécialiste là-dedans, qui a priori sont plus faciles à écrire directement en assembleur. Par exemple, manipuler des choses dans le kernel. Et il y a aussi parfois le compilo, il est écrit par d'autres gens, d'accord? Il n'est pas forcément optimisé pour l'architecture que vous ciblez. Donc c'est intéressant aussi de dire ah bah tiens, des fois vous voyez des gens qui vont se dire attends c'est bizarre, pourquoi tu as autant d'instructions alors que là dans cette architecture-là, tu as tel et tel registre qui ne sont pas utilisés. Vous allez pouvoir modifier aussi ces trucs-là. Bon, très bas niveau, mais sachez que c'est possible, il y a des gens qui font ça pour vous très bien tous les jours. Attendez, j'ai un petit exemple. Ouais. Alors, dans des... j'ai un code en Rust. Je fais pas mal de Rust. L'idée, c'est que quand vous buildez votre code, qui est du code haut niveau, de Rust, qui est au niveau du user space, à un moment donné, vous allez builder, et ce qui se passe derrière est masqué, mais vous avez la possibilité de déplacer ça, vous voyez. Vous avez la possibilité de lui dire... Voilà. Vous avez la possibilité de lui donner des... Attendez, je vais grossir un peu. Vous avez la possibilité en fait de lui dire, en fait, la compilation elle se fait avec LLVM, pour ceux à qui ça parle, et la possibilité de lui dire, moi je veux que tu me builds pour telle architecture, là, x86, et j'aimerais bien que tu m'écrives le code assembleur que tu comptes exécuter à la fin. Donc, elle met cet argument-là, et en fait, ça ressemble à ça. Mais il est possible que, par exemple, dans certains cas, ceux qui écrivent du Rust, par exemple, dans le kernel, puisque c'est bientôt possible, c'est déjà possible, et ce sera encore plus possible après, de se dire, là, c'est pas hyper optimisé, ou là, j'ai un bug. Ça leur permettra de dire, attention, le compilo, il n'a pas pris en compte cette optimisation-là. Modifions peut-être un truc dans les paramètres ou dans LLVM pour être encore un peu plus performant. Donc, c'est pas complètement abstrait. Vous avez la possibilité de regarder ou de voir comment ça marche aussi de votre côté. Hein. Enfin, tout ça pour dire que, ce petit exemple pour dire, quand vous buildez quelque chose, il y a forcément un moment donné où vous allez avoir de l'assembleur et après du machine code. Enfin, machine code et assembleur. D'accord. Il a décidé de le voir. Est-ce que le langage assembleur est par défaut le plus rapide en termes de vitesse d'exécution, puisqu'on touche directement le kernel, ou il y a des bonnes pratiques pour les pros pour que ça soit... Plus rapide par rapport à quoi? À la vitesse d'exécution du code. En fait, tous passent forcément à un moment donné par du langage machine assembleur. Tous. Donc, il y a par défaut... par défaut... par exemple, si je code en assembleur et j'ai un autre code en Python, C++ ou langage, c'est qui, par défaut, le plus rapide? L'assembleur. C'est l'assembleur. Et il n'y a pas des bonnes pratiques pour que ça soit pratique, pour que ça soit rapide. Mais en fait, tu compares deux couches qui ne sont pas au même niveau. En fait, ce qui va se passer, c'est que même ton Python, à un moment donné, quand tu installes le Python 3, ce truc-là, à un moment donné, il va interpréter ton code Python, à la volée, pas à la volée, c'est ça qui va différencier un peu en fait, les langages, hein, je dis pas de conneries. Mais à un moment donné, il va se traduire, tes instructions que tu as données à Python vont se traduire en assembleur. Que ton Python, il est dans une couche élevée. Donc tu peux pas comparer finalement, on ne peut pas comparer du Java et de l'assembleur. Parce que de toute façon, à un moment donné, la machine virtuelle, elle va fournir quelque chose qui est fait en assembleur. Ton ordinateur, ton processeur ne comprend pas autre chose en fait. Tu ne peux pas lui filer du Python, il ne comprend pas. Il te dit, bah moi, si tu veux faire quoi? Tu veux additionner quoi? Et tu veux mettre dans quel registre? Tu ne sais pas faire. Lui, il va juste dialoguer avec ta mémoire qui va avoir une adresse, une valeur, et ainsi de suite. Par l'assembleur, il n'y a pas de langage. Il y a le langage de
fondeur. Et ça, on n'y a pas accès, et c'est les langages plus bas niveau. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais typiquement, quand on dit, je ne sais pas si vous avez vu ce truc-là, mais quand vous avez, c'est pas le terme exact, mais ce qu'on appelle du branching. En fait, pour aller vite, les processeurs aujourd'hui, comme ils ont plein de corps, vont dire, ben, potentiellement, ce code-là, il va avoir des if et des else, qu'on va retrouver aussi en assembleur, hein, en fonction de telle et telle réponse. On va faire du branching, donc on va aller soit à gauche, soit à droite, en fait, pour faire simple. Et en fait, ce qu'ils vont faire les processeurs pour gagner du temps, plutôt que d'attendre, ils vont calculer les deux. Ils vont parier sur le fait que tu vas plutôt aller vers le A ou plutôt aller vers le B. Puis après, ils ne gardent pas la valeur. Donc en gros, ils font des paris en fait. Et ils parient assez bien. Donc c'est comme ça qu'ils gagnent du temps. Mais ça, on n'a pas accès à ce code-là, cette logique-là. J'ai perdu le fil de la question. Tu as au milieu ta optimisation entre le Python et Assembler. Donc, a priori, ça va pas être. Si tu écris en Assembler, ça va pas a priori être plus efficace que Python. Spécialement pour les data frames et toutes les opérations des data. Essayez pas de faire de la datation, ça n'a rien simplement. C'est normal. C'est possible, mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue la notion historique. C'est qu'à un moment donné, on avait quand même du code qui était sur des cartes perforées. On était au plus proche de la machine. On avait un processeur qui nous permettait de faire des instructions plus rapides. Donc, typiquement, des gros calculs physiques. Même si on attendait quelques secondes avant d'avoir le résultat, c'était infiniment plus rapide que de le faire à la main. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais on imprimait en fait, il y avait un nom, j'ai oublié le nom si quelqu'un sait, on imprimait en fait des calculs à l'avance et en fait on se référait sur ces classeurs-là pour aller voir si je multiplie tel chiffre par tel chiffre, alors j'ai tel résultat. Parce que ça allait plus vite à l'époque d'aller regarder dans du pré-calcul que de faire calculer. Et après, les évolutions techniques ont fait que de plus en plus on a miniaturisé, on était plus performant, on était assez proche du processeur. Après, on s'est dit, on a besoin de plus de monde, on va faire un langage plus haut niveau, l'assembleur. On a fait un langage plus haut niveau, on a fait du C, etc., etc. Donc en fait, ce qu'on appelle bas niveau, c'est hyper relatif. Un mec qui te dit, je fais du C, et toi tu lui dis, je fais du C++, il dit, oh, toi t'es haut niveau. C'est hyper relatif en fait comme réflexion. Bonjour. Je voulais juste faire aussi parler du JIT, du Just-in-Time Compiler de la JVM, parce que typiquement, la JVM, vous avez un point classe qui a un pseudo-langage de type assembleur, mais qui est compréhensible que par la JVM, qui reproduit en quelque sorte le type de machine de notre hardware, mais en logique. Et derrière, la JVM, elle compile au fil de l'eau en instruction machine adaptée au processeur de votre machine actuelle, le code du point classe. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le JIT, il est capable lui-même de faire du... je me souviens, j'avais vu ça à la Devox par Rémi Forax, un prof de Java qui participe à la JDK, où il nous montrait en fait le bytecode qui est compilé au fur et à mesure par la JVM. Et typiquement, il est capable de, par exemple, dans un if qu'on utilise souvent, il est capable de voir qu'on va plutôt sur tel embranchement que sur l'autre au fur et à mesure de l'exécution, et de recompiler à la volée des morceaux, de générer un nouveau pan de bytecode pour, par exemple, inverser le branchement in fine dans le code assembleur. Donc, en fait, il est capable d'avoir des stats au runtime pour recompiler efficacement en bytecode le programme que vous exécutez. C'est pour ça que quand vous manipulez un langage de haut niveau, en tout cas pour Java, parfois ça ne sert à rien d'essayer
comment ça s'appelle, de faire des optimisations, genre mettre un if avant un autre, etc. Parce qu'au final, ce qui s'exécute, vous savez pas ce qui va s'exécuter, et souvent c'est réoptimisé par la JVM. Ouais, alors pour préciser juste just in time, JIT, et il y a l'autre truc qui est ahead of time, AOT. Donc l'avantage, pour moi, l'avantage que je comprenais, c'était surtout que la compilation, c'est quelque chose qui peut prendre pas mal de temps. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est essayer de ne recompiler, en tout cas, ou de ne recharger que la partie qui est impactée par le changement qu'on vient de faire. C'était une des grosses forces aussi, c'est par exemple, on évite de tout rebuilder, l'intégralité, de relinker toutes les librairies nécessaires. On essaye de. Enfin, le truc est suffisamment intelligent pour accélérer le truc, quoi. Parce que dans ce que tu dis, tu as aussi l'optimisation. Donc, en fait, dans les phases de compilo, il y a un moment donné où il y a un langage intermédiaire qui est créé. C'est ce truc-là qu'on va essayer d'optimiser par if pass. Et je pense que c'est sur ça qu'intervient le just-in-time. Mais en tout cas, oui, quoi qu'il arrive, vous n'avez pas le contrôle quand vous écrivez votre langage sur la façon dont il sera optimisé en bien ou en moins bien par votre compilo. Mais parfois, dans les builds, vous pouvez passer des paramètres, des options qui vont avoir un impact direct sur le compilo. On sait Caldros, parce que je connais. On dit par exemple, je vais enlever tous les symboles de debug. Du coup, on ne pourra plus débugger. Et le logage sera optimisé et sera plus léger. Alors, du coup, il y aura moins de symboles, donc il sera plus léger. Vous avez la possibilité de faire des trucs plus ou moins agressifs dans le code. Donc voilà, c'est tout ça l'idée de ceux qui optimisent les performances des applications en général. Ça se situe souvent au niveau du compilo et de toutes les options qu'on peut avoir et des architectures qu'on va cibler. On va pouvoir activer des optimisations parce qu'on sera sur telle architecture. Ce n'est pas le cas pour les architectures plus lambda. Et je voulais dire un dernier truc. C'est pour élargir un petit peu l'idée de ce que c'est qu'une machine et comment ça s'exécute, etc. J'ai vu en fin d'année dernière dans le journal des sciences de France Culture un chercheur qui bosse sur comment faire des calculs à partir d'ADN. Et je me suis fait la remarque, en fait, c'est vrai que dans le vivant, dans nos cellules, on a plein de petits ordinateurs qui vont interpréter l'ADN. Finalement, c'est des ordinateurs. Sauf que dans le vivant, on n'a pas du tout une séparation entre la mémoire et le compute. C'est mélangé, puisque la mémoire, en quelque sorte, s'auto-exécute. Et c'est assez intéressant aussi donc ce que j'avais entendu, c'est que je vous ai mis le lien sur la conversation. Ce que j'avais entendu, c'est qu'il y a des chercheurs qui réfléchissent à comment réfléchir à un autre type d'architecture d'exécution, plus basée sur le vivant, justement, comme on peut faire des recherches un peu partout en imitant la nature. Donc, il y avait je m'étais dit, tiens, c'est pas bête d'essayer de faire autre chose que ce qui existe dans nos ordinateurs. Voilà, ça n'a pas trop de rapport, mais c'est pour élargir un petit peu le principe d'exécution. Et ça sera tout pour moi. Si, ça rejoint un truc que j'ai très rapidement sur la première slide évoqué, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un système binaire parce que ça s'est trouvé. On aurait très bien pu avoir un système avec X valeurs différentes. Et typiquement, quand tu parles de l'ADN, la notion de binaire, elle est complètement inexistante. C'est-à-dire qu'on va avoir, on s'intéresse vachement à la notion de. Dans l'ADN, c'est, je me rappelle jamais, c'est AT. Quaternaire, ouais. Complètement la façon d'aborder. Gattaca. Ouais, c'est ça. Ça change complètement la façon d'aborder les calculs. Et il y a un autre truc aussi qui est lié aux cellules vivantes, c'est que il se pose vraiment la possibilité de stocker des données dans des cellules. Parce que la durabilité d'une cellule, a priori, est bien plus élevée que de récupérer, soit sur bande, soit sur de tout ce qui est un peu solide, quoi.
Que, ouais, il y a- dans la chimie, dans l'ADN, la structure ADN qui apparemment résiste à des bah, ça se milliers congèle. d'années. Ça se congèle, enfin, voilà. Donc, il y a plein de trucs. Alors qu'un disque ne se congèle pas trop. Enfin, ouais, c'est tout. Ouais. Et est-ce que tu t'es intéressé pour l'informatique quantique? Comment ça a changé les Ouais. processeurs? Alors après, je suis pas spécialiste dessus. Moi, tout ce que j'entends, c'est que les gens sont hyper dubitatifs. Beaucoup de ce genre se disent ouais, on va avoir des ordinateurs quantiques dans nos laptops. En fait, c'est pas du tout l'usage. Pas du tout l'usage. L'application, on en est très très loin encore pour ceux qui connaissent bien qu'on travaille dessus. Voilà. Donc, je suis pas sûr qu'on voit un ordinateur quantique à moins d'1 mètre avant notre retraite, quelle qu'elle soit. Et puis c'est pas les mêmes usages, c'est-à-dire que le quantique n'est pas fait pour raisonner sur des logiques d'application comme on a aujourd'hui. Alors moi, c'est ce que je comprends après.